Ça reste la pièce marquante de mon développement intellectuel, personnel, personnalité, etc. Je dis, bon, ben, c'est ça. Bon, c'est ça, ça me va, ça me correspond, etc. Évidemment, ça n'avait pas grand-chose à voir avec le milieu auquel j'appartenais. Et à ce moment-là, je devais avoir 17 ans, j'ai terminé mes bacs, et je me suis dit, bon, ben, je veux faire de la psycho, et je veux devenir psychanalyste. Alors ça, c'était mon idée, c'était de faire psycho et de devenir psychanalyste. De fait, je me suis rendu compte que, d'une part, c'était jeune pour être psychanalyste, d'autre part, qu'à l'époque, dans le milieu français, médical, pas seulement français, pas question d'être psychanalyste si on n'était pas médecin. Le psychanalyste passait nécessairement par la médecine, et éventuellement par la psychiatrie, mais de toute façon, il n'y avait que les médecins qui avaient d'exercer, de s'intituler psychanalyste, d'exercer comme psychanalyste. Donc ça impliquait de faire 7 années d'école de médecine pour quelque chose de totalement inutile. Les médecins, bon, c'est pas en médecine, où il y a 80 heures de psycho, c'est pas en médecine que sur cette année que l'on apprend à devenir psychanalyste. Alors je me suis dit, non, ça je ne le ferai pas, je ne suis pas prêt à sacrifier ce temps-là. Donc je vais faire autre chose, et autre chose, j'ai cafouillé pendant plusieurs années, j'ai fait un peu de lettres, j'ai fait de la sociologie, j'ai fait un peu de psycho, j'ai fait partie de la première licence de psycho qui a été établie en France, à la Sorbonne. Ça date de cette époque-là, 48, la première licence, le premier établissement d'une licence de psycho. Mais j'ai cafouillé, j'ai fait un peu de droit, lettres, j'ai fait à la fac de lettres, à faire de l'anglais approfondi. J'ai fait une année à Sciences Po, le milieu ne me plaisait pas. Donc j'ai perdu pas mal de... J'ai perdu deux ou trois ans, 2 ans peut-être là-dedans, juste à l'époque où je désirais me marier. Je désirais me marier avec ma première femme que j'ai rencontrée, dont je vous ai parlé, qui avait eu une histoire épouvantable avec tous ses parents passés à la chambre à gaz, etc. Ça a été une ouverture complète. J'étais très gauchigeant par rapport à une famille, naturellement, pour laquelle c'était quelque chose qui était totalement horrible. Comme étudiant, j'étais fondateur à Aix-en-Provence de la nouvelle gauche étudiante. C'était l'époque aussi où commençaient les événements. D'une part, il y avait l'Indochine, d'autre part, il y avait l'Algérie. J'étais très militant de gauche avec un groupe de militants de gauche étudiantes. Ça a été complètement différent. C'est à cette époque-là que vraiment j'ai établi mes propres valeurs qui étaient peut-être de la formation réactionnelle, mais je ne pense pas que ce soit de la formation réactionnelle vis-à-vis du milieu dans lequel j'avais été élevé, mais parce que ça n'a jamais été surmonté. Je suis encore comme ça. C'est véritablement ça qui correspondait à mon sens profond. Je parle des valeurs, je parle au point de vue de la responsabilité. Je parle au point de vue des valeurs sociales. Qui ont été complètement séparées des valeurs extrêmement élitistes d'un milieu bourgeois, plus que bourgeois, aristocratique, riche, etc. C'est la valeur de l'argent aussi, parce que effectivement, ça n'a plus été une valeur. J'ai vécu de façon vraiment très difficile pendant de nombreuses années.
et des valeurs raciales. Je n'ai jamais remis du fait que ma mère était raciste par rapport aux Israélites, par rapport au fait que j'avais une épouse qui était d'origine juive. Tout ça, ça a été. J'ai adopté les valeurs de l'existentialisme sartrien, Camus, etc. Et c'est clair que moi j'étais radical de gauche. On m'a fait du pied pour rentrer dans une cellule communiste, ça je n'ai absolument pas voulu, ça c'était aux antipodes également, d'une autre façon de mes valeurs, voilà, donc ça s'est trouvé comme ça, et puis la suite des événements, au fond c'est le passage à l'âge adulte, à l'âge de la construction de soi. Quand j'ai fini mes études de droit à Aix, ce qui me passionnait, c'était le droit criminel, le droit pénal. Parce qu'on traite avec des gens, on traite avec des machins, il y a tout l'aspect psychologique là-dedans et je pensais devenir avocat pénaliste. C'était quelque chose, une idée que j'avais depuis longtemps, n'ayant pas pu être psychanalyste, de ce vrai criminologue. Mais à ce moment-là, j'ai été proposé par deux de mes maîtres à la faculté à Aix-en-Provence pour une bourse de doctorat en Amérique du Nord. Normalement, je devais rester 1 an, maximum 2 ans. En fait, j'y suis resté 25 ans. Parce qu'en sortant de la première année de ce doctorat, j'ai été engagé par une des institutions spécialisées des Nations Unies comme traducteur juridique. Comme l'anglais était ma langue, et que j'étais juriste, j'étais engagé comme traducteur juridique. Et là, donc, et en fait, je suis resté dans cette institution des Nations Unies pendant 25 ans. Non pas comme traducteur, parce que mes vieux démons m'ont poursuivi. Rapidement, je suis passé à l'administration du personnel, ce qu'on appelle maintenant les ressources humaines, parce que c'est une expression dont j'ai horreur. Je pourrais expliquer pourquoi, mais j'en ai horreur de traiter les gens comme un objet. C'est une ressource, comme le pétrole, le machin. C'est pas du personnel, c'est pas une personne. J'ai terminé comme directeur du personnel, directeur d'administration et du personnel, tout en même temps, la nécessité de se maintenir dans le cadre juridique de la fonction publique et de ce que ça impliquait. Donc, ça mobilisait tout mon aspect juridique sur les questions des droits, devoirs, obligations, etc. du personnel. Vraiment, c'est quelque chose qui me convenait parfaitement. Mais je me suis aperçu que, alors que ma formation juridique était forte, ma formation en psycho n'était pas forte. Hein. C'est toute l'époque où commençait le développement de la psychologie humaniste, de la troisième force, dans le domaine de la thérapie psychologique, où toutes les questions les groupes de rencontres, les groupes
de training pour la dynamique des groupes, etc. Alors je me suis aperçu qu'il y avait des lacunes là-dedans. Et je me suis dit, bon ben ça y est, je vais retourner un peu vers mes premiers amours et puis essayer d'approfondir ça qui me sera quand même très utile dans le boulot que je fais, dans le développement organisationnel, dans le boulot que je fais. Et j'ai pu à ce moment-là combiner des fonctions que j'avais dans l'institution des Nations Unies qui étaient importantes et lourdes, et quand même pu le combiner avec, je crois que ça c'était, à l'époque c'était quelque chose qui n'était possible vraiment que dans un cadre nord-américain, avec, ensuite j'ai fait 2 années complètes de psychologie à l'Université de Montréal. Ça m'a amené à me poser des questions sur moi-même, naturellement, et dire, bon, ben, c'est très bien la psychosociale, mais il y a aussi la psychologie intrapersonnelle, et il y a toute la pathologie, toute la clinique, etc. Je reviens à mes premiers amours de devenir psychanalyste. Alors là, j'ai fait beaucoup de stages, énormément de stages, beaucoup d'études. J'ai pu mener ça de front, heureusement. J'ai enseigné la psychologie sociale à l'Université de Montréal. Et je me suis dit, bon, ben, ne prends pas être psychanalyste, je vais être thérapeute. Et c'est là que j'ai rencontré la Gestalt. À un moment, donc, j'ai quitté les Nations Unies en disant, bon, ben, je ne peux vraiment plus faire les deux de front, je fais le choix de la thérapie. Et je me suis installé donc comme psychologue indépendant. Mais donc j'ai beaucoup travaillé avec les premiers émules de la Gestalt. Et surtout, ce qui m'a marqué, ce qui a été pour moi le très profond, c'est quelques années plus tard, en 75, 76 peut-être, ma rencontre avec Isadore Fromm. Isadore Fromm était le premier élève de Fritz Perls, et de Laura Perls, son assistant, son premier élève, son assistant, qui lui était un intellectuel d'une très très grande rigueur, en fait, ça a été je pense, le plus exigeant, le plus structuré des défenseurs des tenants de la Gestalt. C'est vraiment lui qui a sauvé la Gestalt de la gabegie dans laquelle il s'est trouvé. Moi, j'ai rencontré Isadore Fromm, j'étais à Montréal. Il est venu faire, un stage, il est venu diriger un stage dans un centre de psychologie humaniste à Montréal, stage auquel j'ai participé. Et donc ça a été ma première rencontre avec Isadore. Ça s'est renouvelé par la suite. Et Isadore faisait l'été, il venait en Europe et il dirigeait des stages de formation en Europe. Quand je suis revenu en 81 en France, le Centre québécois de Gestalt m'a demandé d'être son correspondant, de superviser, d'organiser des programmes de formation avec un petit groupe de collègues, 7 ou 8. On a demandé à Isadore Fromm de nous faire, à nous, ce groupe-là, un groupe de recherche et de supervision, et de venir 2 ou 3 fois par an
pour une semaine.